Donc moi c'est Yves Jamin, je suis militant de la FSU et mes camarades m'ont demandé d'animer une réunion publique et de faire un décryptage de la réforme. Et donc j'ai répondu à cette sollicitation pour essayer de faire comprendre un petit peu les principes et puis cette réforme et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les retraites. Et donc j'ai accepté aussi de la refaire pour vous, pour qu'on puisse diffuser plus largement cette présentation. Voilà, donc je commence par une phrase d'Elisabeth Borne, présenter un tel projet. Donc son projet de retraite est un moment de vérité, c'est un choix politique essentiel. Donc ça c'est une première chose, et je vais démontrer effectivement que je suis d'accord avec Elisabeth Borne sur ce point. Par contre, on va voir qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup d'autres points. Je vais d'abord commencer par faire quelques rappels. 1. La pension de retraite n'est pas un différé des cotisations. On peut même faire valider des trimestres non cotisés si un employeur ne nous a pas déclaré. Donc c'est pas un système où je remplis un petit panier et après je vide le panier quand je pars à la retraite. C'est pas le système. Deuxièmement, appliquer une règle unique peut générer des inégalités. Mettre un même pied d'égalité des salariés qui ont des situations très différentes, ce n'est pas très égal au final, puisqu'il y en a qui ont des problèmes de pénibilité dans le travail, qui peuvent s'user plus au travail que d'autres, etc. Donc son pendant, c'est que des règles différentes peuvent générer de l'égalité. Par exemple, dans le système actuel, le montant de la retraite est basé, quand on part à la retraite, pour calculer sa pension, sur ce qu'on appelle le salaire de référence. Alors le salaire de référence, il n'est pas le même dans la fonction publique et dans le privé. Dans la fonction publique, c'est le salaire de fin de carrière pour les fonctionnaires, parce que c'est le moment où le salaire est le meilleur. On a une fonction publique de carrière où la rémunération s'améliore. Dans le privé, c'est sur les 25 meilleures années, même si c'est une régression, parce qu'avant c'était les 10 meilleures années, c'est parce que les meilleures années ne sont pas forcément derrière les dernières dans le privé. On peut changer, on peut avoir changé de métier, etc. Au final, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension qu'on touche en partant en retraite par rapport à notre salaire de référence, il est sensiblement le même entre privé et public, aux alentours de 70%, même si ça se dégrade un peu. Il faut préciser que dans le privé, ça comprend une retraite complémentaire. Le système actuel n'est pas parfait. D'ailleurs, nous sommes pour l'améliorer, surtout depuis les réformes successives qui l'ont abîmé, mais il est basé sur un principe universel. Le travailleur est un travailleur toute sa vie, et en tant que tel, il apporte sa contribution à la société, en fonction de ses capacités. Il a donc le droit à une continuité de salaire basée sur son salaire de référence. D'ailleurs, s'il a le taux plein, ce qui est de moins en moins courant, il retrouve une pension de retraite qui est assez proche de son salaire de référence quand il a toutes ses annuités. Et quand il part en retraite, sa pension est un droit acquis jusqu'à sa mort. C'est un système dit à droit défini ou à prestation définie. Et on prélève les richesses nécessaires pour assurer ce droit à tous les travailleurs retraités. Avec un tel système, les déficits et les excédents sont possibles, je le montrerai tout à l'heure, parce que les ajustements des fonds perçus par rapport à ceux qui sont versés n'est pas immédiat. Ce qu'on appelle une retraite à taux plein, dans le langage courant, c'est d'abord une retraite sans décote. Et la décote, c'est la double peine. Je vais le montrer en expliquant un petit peu comment on calcule une pension de retraite. Voilà. Donc, je prends un exemple. Je suis né en 1961. Je peux partir à 62 ans. Donc, c'est aujourd'hui la situation avant la réforme en 2023. Il me faut 168 trimestres, c'est-à-dire 42 ans, pour avoir une retraite complète. Je n'en ai que 156, parce que, c'est-à-dire 39 ans, l'équivalent de 39 ans, parce que j'ai eu quelques années un peu de galère, j'ai eu un peu de chômage, j'ai eu des temps partiels, alors là, ça diminue le nombre de trimestres, voilà, bref, situation assez courante. Donc, comment on calcule ma pension? D'abord, on prend mon salaire de référence. Alors, dans la fonction publique, c'est 75% de salaire de fin de carrière. Dans le privé, c'est 50% des 25 meilleures années. Donc, j'ai né que 156 trimestres sur 168 nécessaires. Donc, on multiplie le salaire de référence par 158, on le divise par 168, c'est un prorata, une proportion. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire que le salaire de référence est multiplié par 92,6%. Donc, en gros, par rapport à mon salaire de référence, j'ai perdu 7,14%. Donc, j'ai eu quelques problèmes, et donc j'ai une petite pénalité, mais arrive la décote. C'est là qu'est la double peine,
1,25% par trimestre manquant. Donc, pour aller à 168, il m'en manque 12. 12 fois 1,25, ça fait 15% de décote, qui s'ajoute aux 7,4%. Donc, le résultat, je pars avec 22,14% en moins que mon salaire de référence. C'est pour ça que je dis que c'est la double peine. Donc, pour préciser les choses, la pension de retraite des fonctionnaires, des fonctionnaires d'État, elle est payée par le budget. Il n'y a pas vraiment de caisse au sens où on l'entend. La pension des autres salariés, c'est-à-dire les fonctionnaires de hospitaliers ou des territoriaux, ou les salariés du privé, elle est payée par une caisse ou par plusieurs caisses. Je simplifie. Les caisses de retraite, ça représente de versements de pension environ 340 milliards, et ces 340 milliards échappent au marché. Le fonds de réserve, en gros, c'est des différentes caisses, ça représente à peu près 150 milliards. Donc en gros, si vous voulez, le système des retraites, c'est un peu un problème de baignoire qu'on remplit et de baignoire qui fuit. Donc voilà le service des pensions, elle est alimentée, ça c'est le robinet, par les cotisations. Et donc, effectivement, 340 milliards, c'est le service des pensions par tous les ans. Et en gros, vous avez une réserve de 150 milliards si vous prenez différentes caisses. Voilà. Donc, le système, il a une grosse inertie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez ajuster, vous avez du temps. Quand vous voyez que le système, il est un peu déficitaire, vous pouvez en rajouter un petit peu là, ou vous pouvez resserrer un petit peu le versement des pensions. C'est ce qu'on appelle les paramètres sur lesquels on joue. Donc, il peut supporter des déficits passagers. Et on peut jouer sur les ressources ou sur les versements, en jouant sur le montant des pensions, sur l'âge de départ, etc., etc. Voilà. Je voudrais exposer maintenant les différents principes, les principaux axes de la réforme du gouvernement. Donc, premier point, le recul de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. On peut pas partir avant 64 ans, sauf exception, j'en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Deuxièmement, accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire que avant on était à 40 annuités, 160 trimestres pour avoir la retraite à taux plein. On passe à 43 en rajoutant 3 mois tous les 3 ans. Eh bien, ce que décide le gouvernement là, son projet, c'est de passer à 3 mois tous les ans. Donc, on a une accélération de la convergence vers 43 ans pour les salariés pour avoir une retraite à taux plein. L'augmentation du montant de la pension minimale à 85% du salaire minimum, fait beaucoup de communication là-dessus, soit 1 200 € brut, sauf que c'est pour celles et ceux qui partent en ayant tout leur trimestre. Alors j'ai montré tout à l'heure, c'est quand même pas le cas, et loin de là, de tous les salariés. Surtout qu'on augmente le nombre d'annuités nécessaires. Ensuite, prise en compte de la pénibilité. Il communique beaucoup là-dessus, avec des critères individuels. On verra ce qu'il en est réellement tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de progrès significatif, je vais le démontrer. La fin de la plupart des régimes spéciaux. Alors, je précise que ça représente 3% des salariés, pas tous. Les avocats, l'opéra, bon, ceux-là sont pas concernés. Mais des régimes spéciaux, il faut préciser quand même qu'ils tiennent compte de pénibilité. Et puis, le recul de l'âge de départ pour carrière longue à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Là, c'est 60 ans, ou ceux qui ont commencé à travailler au moins 5 trimestres avant leurs 20 ans, là, c'est 62 ans. Et ben maintenant, c'est ce qu'ils nous proposent, alors qu'aujourd'hui, c'est 58 ans ou 60 ans. D'ailleurs, moi, je suis concerné, puisque j'ai commencé à travailler à 18 ans, et donc, normalement, je peux partir en 2024 avec le système actuel, parce que j'aurai toutes les conditions et j'aurai mes 169 trimestres, parce que né en 64, c'est 169 trimestres. Eh bien, si la réforme passe aujourd'hui, eh ben, on me rajoute 2 ans, et je vais devoir travailler 2 ans de plus pour partir à la retraite. Voilà. Alors, les conséquences, c'est là que j'en viens là-dessus, on peut le voir, c'est le niveau d'âge de départ pour avoir une pension pour pouvoir partir, pour avoir le taux plein avec toutes ces annuités. Et en fonction de l'année de naissance, on voit le nombre de trimestres supplémentaires qu'il va falloir travailler en fonction de son année de naissance. Et puis, la FSU, on a calculé le taux de pension du fonctionnaire en pourcentage du traitement indiciaire détenu dans les 6 derniers mois d'activité. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Donc, on voit ici qu'en fonction de l'âge de départ,
et de son année de cotisation, on voit que départ contraint à 64 ans, eh bien on voit un taux de remplacement qui baisse, c'est-à-dire qu'on part avec des pensions qui seront moins importantes par rapport à son salaire de référence. Donc les réformes précédentes ont été plus vite que les gains d'espérance de vie, surtout les gains d'espérance de vie en bonne santé, au point que avec 64 ans, pour la première fois, eh bien on aurait un départ à la retraite qui rejoint l'âge moyen d'espérance de vie en bonne santé. Donc âge moyen, ça veut dire que il y a de plus en plus de retraités qui vont partir alors qu'ils sont déjà plus en bonne santé. Voilà. Donc là, je voudrais décrypter un peu la réforme. Avant ça, on voit les courbes, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On voit depuis les réformes successives, en fonction depuis les dernières années, on voit l'évolution du salaire moyen, et puis on voit l'évolution des pensions et de la pension complémentaire. On voit que y a un décrochage de la pension par rapport au salaire et par rapport à l'évolution des prix. Donc en bleu les pensions, et on voyait les évolutions du prix, les évolutions des salaires et du SMIC, et on voit qu'il y a un décrochage des pensions quand on part à la retraite. Donc je voudrais décrypter les mensonges du gouvernement, je vais y aller, sur cette thématique, parce que depuis plusieurs mois, et plus encore depuis les annonces du 10 janvier, les ministres ont puisé avec méthode dans un petit bréviaire de propagande à l'usage des gouvernements libéraux. Règle numéro 1, noircir le tableau pour faire passer la réforme comme inévitable. Règle numéro 2, présenter la moindre des concessions comme un progrès social majeur. Alors là, vous voyez des captures d'écran de tweets des députés de la majorité. Alors, on détaillera tout à l'heure, mais ça, c'est assez intéressant, parce qu'ils nous présentent des situations de gens réforme de progrès. Bon, alors, par exemple, celle-ci, là, qui a travaillé avant 15 ans, on l'a cherchée, elle n'existe pas. Voilà. En ce qui concerne les femmes, on va le voir tout à l'heure. On va le voir qu'ils présentent ça comme un progrès. Peut-être qu'il y aura pour quelques personnes des progrès, mais on va voir que c'est plutôt une régression. Et des situations où finalement, on s'aperçoit, si on regarde dans le détail, et je vais le détailler tout à l'heure, des situations qui ne sont pas vraiment des progrès, voire pour une grande majorité, sont des régressions. Et puis, règle numéro 3. Règle numéro 3. Zut, j'ai perdu mon papier. Règle numéro 3, renvoyer les opposants dans le camp des idéalistes. Alors, mensonge numéro 1. Ce régime accusera 13,5 milliards d'euros de déficit en 2030. C'est un problème grave, assure Bruno Le Maire. Elisabeth Borne, c'est pour le préserver que nous devons faire évoluer le système de retraite. Laisser accumuler des déficits serait irresponsable. Eh bien, en fait, aujourd'hui, le système, à l'heure actuelle, il est en excédent. Il n'y a donc rien qui presse. Je renvoie à mon schéma de tout à l'heure. Et les prévisions que fait le gouvernement sont basées sur des hypothèses d'emploi, de salaire, de croissance, des hypothèses qui évoluent. Alors, est-ce que c'est inquiétant, cette prévision de déficit ? Pas vraiment. D'abord, si on le rapporte aux chiffres du PIB, qui est la mesure des richesses produites dans le pays, ce que refuse à faire le ministre. Alors, je vais citer le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas un organisme de fous furieux, ce sont des représentants du gouvernement, des organisations patronales, des organisations syndicales qui composent ce conseil. Le déficit donc qui est envisagé dans les prochaines années oscillerait entre 0,5 et 0,8% de PIB, et seulement jusqu'en 2032. Ces résultats, alors je cite le corps, ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Voilà. Bruno Le Maire n'a pas cité ce rapport du corps. En tout cas, cette citation. Devant les députés, le président du Conseil d'orientation des retraites, Pierre-Louis Lebras, je cite, « Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées, dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. » C'est-à-dire que les réformes qui ont déjà été prises font que ça équilibrerait plutôt, ça allait vers une tendance où ça ne dérape pas, bien au contraire. Et puis, je vais rajouter une petite précision. Le gouvernement, les 13,5 milliards de déficit prévisible qu'il met en avant,
Eh ben, il a fait ce calcul en faisant l'hypothèse qu'il n'augmentera pas les salaires des fonctionnaires jusqu'en 2027. Ce qui fait dire au corps, je cite encore, « Il conviendra de souligner le caractère paradoxal de ce résultat. Les mesures d'économie sur la masse salariale publique se traduisent par une détérioration du solde du système de retraite. » Autrement dit, il prévoit de ne pas augmenter les fonctionnaires jusqu'en 2027, et donc de ne pas augmenter les cotisations, et donc de priver le système de ressources. Il prévoit de créer lui-même, ou de faire grossir ce déficit. Alors je précise quand même qu'en tenant compte de l'inflation, jusqu'en 2027, ça ferait, selon les calculs du corps, une baisse de salaire de 10,75%. Les fonctionnaires vont apprécier. En réalité, la vraie justification de la réforme, elle est à rechercher dans le pacte de stabilité de juillet 2022. Alors là, vous voyez les économies qu'il prévoit de faire contre le total des mesures d'accompagnement, les petits progrès, disons, qu'il compte faire. Donc, ce pacte de stabilité a été transmis par le gouvernement à la Commission européenne en gage de sérieux budgétaire. Je cite, « Sur la période 2023-2027, on y arrive, le gouvernement s'est fixé pour objectif le retour à des comptes publics normalisés une fois la crise sanitaire passée. Le déficit public reviendrait sous le seuil des 3%, on y arrive, le fameux seuil des 3% de PIB, à l'horizon 2027. Mais précision, il n'est pas question de réduire la voilure partout. Le texte le précise. Plusieurs mesures seront maintenues, à commencer par la suppression dès 2023 de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est réclamée par le patronat, en dépit de son coût pour les finances publiques, 4,3 milliards d'euros. En gros, il faudrait donc faire financer par le plus grand nombre des baisses d'impôts qui sont consenties aux entreprises. Alors je précise que la CVAE, ça concerne pas le boulanger du coin, c'est des entreprises qui font minimum 500 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est sur la valeur ajoutée, et c'est un impôt qui est progressif. Voilà. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le gouvernement s'engage auprès de la Commission européenne sur les retraites, alors que cette question ne relève pas des compétences de la Commission européenne. En fait, c'est une compétence des États. On va expliquer, parce qu'il se trouve en fait que la Commission européenne se montre obsédée par l'âge de départ en retraite. Donc le 27 juin 2021, elle publie un livre vert sur le vieillissement, voilà, qui s'inquiète surtout du financement du système de retraite et d'une possible, je cite, diminution de la population en âge de travailler. Elle ne propose pas de taxer le capital. Par contre, l'allongement de la vie professionnelle, je cite, est une réponse pour maintenir le taux de dépendance économique. C'est quoi ça? C'est le ratio entre les actifs et les retraités. Donc aujourd'hui, on entend souvent dire il y a 1,7 cotisants pour 2 retraités, enfin bref. Alors, il fait des études là-dessus, et pour qu'il soit le même qu'en 2040 qu'en 2020, eh ben, la Commission européenne, dans son livre vert, prévoit qu'il faudrait porter la vie active à, je vous le donne en mille, 70 ans. Et même jusqu'à, je cite, 72 ans en Lituanie et au Luxembourg. Donc voilà une carte qui représente, région par région, l'âge jusqu'auquel il faudrait théoriquement travailler pour remplir cet objectif de rapport entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont à la retraite. Voilà. Et la seule alternative, évidemment, dans ce livret vert qui est proposé de la Commission européenne, eh ben, c'est, j'ouvre les guillemets, les retraites complémentaires. Donc là, je vais citer Marc Botinga, député du Parti du travail belge. On casse un modèle social de solidarité pour pousser les gens à travailler plus longtemps et adopter des formes de retraite par capitalisation. Il y a une vision très libérale qui fait le grand bonheur des fonds publics. Donc là, je crois qu'on est sur le fond, en fait, du problème. Deuxième mensonge du gouvernement, un projet essentiel pour les femmes. Alors, en évoquant le maintien de l'âge du taux plein automatique à 67 ans, je vous ai parlé de la décote tout à l'heure, quand on a 67 ans, il n'y a plus de décote, et donc on n'a plus cette deuxième pénalité. La Première ministre a salué, je cite, « un geste essentiel », et elle dit « je pense ici particulièrement aux femmes ». Sauf que, pour commencer,
dans le système actuel, les salariés qui attendent 67 ans pour partir à la retraite bénéficient déjà d'une pension sans décote, même s'il leur manque des trimestres. Donc Elisabeth Berne, ce qu'elle présente comme un avantage et comme un progrès, en fait, c'est un statu quo. Ça existe déjà aujourd'hui. Voilà. La première ministre, elle a également annoncé la possibilité pour les femmes bénéficiant du dispositif carrière longue. J'en ai parlé tout à l'heure. Des personnes qui ont commencé à travailler avant 18 ans ou avant 20 ans. Pour comptabiliser des trimestres supplémentaires au titre du congé parental. Ils vont donner quelques trimestres de plus pour partir à la retraite. Mais il y a quand même un sacré hic, parce que, ça ne devrait concerner que 3000 femmes chaque année. C'est-à-dire moins de 1% des femmes qui partent en retraite tous les ans. Et je précise quand même qu'au-delà de ces éléments, le projet gouvernemental ne contient aucune mesure permettant de lutter réellement contre les inégalités de genre en matière de retraite. Fin 2019, l'INSEE a calculé que les femmes perçoivent en moyenne 1272 € de pension, soit 24% de moins que les hommes. Et puis je rajoute quelque chose, c'est que, à part du dispositif carrière longue, je viens d'en parler tout à l'heure, aujourd'hui, dispositif carrière longue, si on a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, suffisamment de trimestres, on peut partir à 60. Demain, c'est 62. Donc ce qu'elle présente comme un avantage, c'est un recul, et on le voit, les effets du passage de 62 à 64 ans, l'accélération de la réforme Touraine dont j'ai parlé tout à l'heure, et ben vous voyez le nombre de trimestres qu'il faudrait cotiser, le nombre de mois travaillés supplémentaires avant de partir en retraite pour avoir une pension voilà. Donc en moyenne, les femmes, je le précise, sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à partir à 67 ans pour ne pas avoir de décote. Donc si on prend la génération 1950, c'est 19% des femmes qui attendent de 67 ans pour faire valider leurs droits, contre 10% des hommes. Et ça, bien sûr, c'est en raison de parcours plus accidentés des femmes que des hommes. La précarité, le temps partiel, des arrêts pour élever les enfants, ça concerne surtout les femmes, et donc elles le payent cher quand elles arrivent au moment de vouloir prendre leur retraite. Je vais citer encore autre chose, l'étude d'impact de la réforme. Alors ça, c'est pas un document non plus de fou furieux. L'étude d'impact, ça accompagne toutes les lois. Elle a été révélée par le journal des Échos. Je cite, les femmes nées en 1972 verront leur âge moyen de départ augmenter de 9 mois en moyenne, contre 5 pour les hommes de la même génération. Pour la génération 1980, l'effort est même 2 fois plus important, puisqu'elle partirait 8 mois plus tard, contre 4 mois pour les hommes. Donc merci Elisabeth, les femmes apprécieront. Troisième mensonge, garantir à tous les retraités une pension décente. Ça, c'est la mesure sociale la plus emblématique, ils ont démarré par ça, en le disant partout, et aussi la plus floue, on va le voir. Selon le gouvernement, avec la réforme, la pension de retraite pour une carrière complète cotisée au SMIC ne pourra être inférieure à 85% du SMIC, soit environ 1200 € bruts. Ces 1200 € ne seront pas réservés aux futurs retraités, comme prévu, mais bénéficieront également aux actuels retraités. Ça, c'est une ouverture en direction de la droite. Donc ça, c'est une avancée réelle, puisque ceux qui sont déjà en retraite et qui sont partis avec une carrière complète cotisée au SMIC ne pourront avoir une pension inférieure à 1200 bruts. Mais elle est quand même extrêmement limitée, parce que près de 70% des personnes qui vivent avec moins de 1000 € de pension, soit le cœur de cible du projet gouvernemental, ben en fait, c'est des gens qui ont une carrière incomplète, donc ils ne sont pas concernés par cette mesure. Sur les 5,7 millions de retraités pauvres, seuls 2 millions auraient droit à une revalorisation suivant les calculs de l'exécutif. Deuxième problème, le financement de cette mesure, donc qui est d'avantage réel, mais on l'a vu très limité, c'est un petit tour de bonneteau. Parce que ça coûterait à peu près 800 millions d'euros, ce qui représente à peu près 0,1% de la part patronale. Eh ben, ils vont pas augmenter la part patronale pour le financer, en fait, ils vont le prendre sur le taux de cotisation à la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui est une des branches de la sécurité sociale. Donc en fait, ils vont priver cette branche de la sécurité sociale de près de 800 millions d'euros, et en faisant ça, ils envoient quand même un curieux signal. L'exécutif se retranche derrière le fait que cette caisse est excédentaire, mais c'est tout sauf une bonne nouvelle.
Ces excédents proviennent essentiellement de la sous-déclaration des accidents du travail. Donc là, je vais citer Éric Gautron, secrétaire confédéral de FO, qui participe aux négociations de branche. C'est l'étatisation de la Sécu qui continue, puisque l'exécutif va piocher à sa guise et sans aucune concertation dans une caisse qui est gérée de façon paritaire, et ensuite cet argent va nous manquer. Chaque année, nous aurons 800 millions d'euros de moins pour faire de la prévention. Voilà, alors sur ce thème, je vous renvoie aussi à l'émission À l'air libre de Mediapart, qu'on trouve sur le net, où l'économiste Philippe Askenazi explique que cette réforme est particulièrement inégalitaire car elle pèsera mécaniquement sur les travailleurs les plus pauvres. Redonner toute leur place aux seniors. Alors effectivement, c'est un vrai problème. Le taux d'emploi des 55-64 ans, il atteint 56,8% en France, contre 62,6% dans la zone euro. 40% des salariés qui prennent leur retraite ne sont pas en emploi. Chômage, invalidité, maladie, etc. On aggrave dans le même temps, puisque n'oublions pas qu'il y a eu une réforme qui est passée sur la durée d'indemnisation du chômage, et que ces gens-là, on va passer leur durée d'indemnisation de 36 mois à 27 mois. Donc on va reculer l'âge de la retraite, et en plus, ceux qui ont été virés parce qu'ils ont 58, 59, 60 ans, qui ont souvent du problème pour retrouver l'emploi, leur durée d'indemnisation, on la diminue. Donc ils vont se retrouver avec des situations très difficiles avant de pouvoir partir en retraite. Donc, les freins à l'embauche et au retour à l'emploi des seniors vont être levés. C'est ce que disait Elisabeth Borne. Le principal dispositif qui est prévu par la réforme, c'est la création d'un index que rempliraient les entreprises afin de valoriser les bons élèves et de stigmatiser les autres. Donc, un petit index sur leur emploi des seniors. Alors, une précision de taille quand même. Les seules sanctions prévues concerneront les entreprises qui refuseraient de publier les indicateurs, non pas celles qui maquilleraient leurs chiffres ou qui se débarrasseraient de leurs seniors. Voilà. Alors là, vous voyez effectivement que les seniors sont loin du taux plein, du plein emploi quand ils partent à la retraite. Et là, on voit en fonction des années, depuis 75, on voit bien que ça remonte et on voit bien qu'effectivement le taux d'emploi des seniors est de plus en plus bas. Mensonge numéro 5. Mieux prendre en compte la pénibilité. Alors je cite encore Elisabeth, un projet de justice qui protège de l'usure professionnelle. Pas si sûr. L'exécutif, il dit vouloir améliorer le compte pénibilité. Alors c'est un truc qui a été lancé en 2014, c'était le C3P, maintenant c'est le C2P, qui ouvre la possibilité à des salariés de partir plus tôt à la retraite, à condition qu'ils aient accumulé suffisamment de points attribués en fonction de leur exposition à différents facteurs de pénibilité, travail de nuit répétitif, etc. Alors, ce dispositif, il a été torpillé sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a supprimé 4 sur les 10 critères prévus. Agents chimiques dangereux, manutention de charge, posture pénible, vibration. Alors moi j'aimerais bien que ces gens-là, ils passent une journée avec un marteau-piqueur quand même. Alors, au lieu de les réintroduire, parce qu'ils améliorent, donc on se dit ils vont réintroduire ces critères, non, en fait ils proposent juste d'abaisser les seuils d'exposition au travail de nuit et au travail en équipe successive, qui font partie des critères, équipe successive alternante. Alors l'objectif, ils le disent eux-mêmes, c'est de permettre à 60 000 salariés supplémentaires de bénéficier du compte tous les ans. Alors, même si cela constitue un progrès pour ces 60 000 salariés, il faut dire quand même que le chiffre est dérisoire au regard du nombre de travailleurs exposés à la pénibilité. Alors, selon la DARES, qui est un organisme officiel, il y a 2,9 millions de salariés qui étaient soumis à l'une pénibilité potentiellement reconnue par le compte pénibilité actuel. En 2017. Mais seulement, sur ces 2,9 millions de salariés, il n'y en a que 1,9 million qui bénéficient du C2P, le compte pénibilité. Et encore, ce chiffre ne représente que la partie émergée de l'iceberg, parce que la DARES, toujours la même DARES, elle estime que 13,6 millions de personnes, soit 61% des salariés, seraient exposés à au moins un facteur de pénibilité, dont 9,9 millions sur les postures pénibles.
Selon une étude de l'IFOP de 2022, 86% des salariés déclarent souffrir, par exemple, de troubles musculo-squelettiques, des TMS, les fameuses TMS. Donc les 60 000 salariés qui bénéficieraient, bah, ça représente quand même une goutte d'eau par rapport à ceux qui sont exposés à des situations qui dégradent en fait leur espérance de vie en bonne santé. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous voyez effectivement ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, le temps passé à la retraite. Et le temps passé à la retraite, il a augmenté jusqu'aux années 2010. Et puis on voit que il a baissé suite aux réformes de 2010. Et on voit que maintenant, suivant d'ailleurs entre les hommes et les femmes, mais en gros, le temps passé à la retraite avant de décéder, c'est en gros 20 ans. Et depuis 2010, ce temps s'est stabilisé. On n'a plus de progrès sur cette thématique-là. On le voit aussi, les inégalités d'espérance de vie suivant les catégories professionnelles, etc., etc. J'en viens au 6e mensonge. Là, je vais aller très vite. Une réforme menée dans la concertation. Je cite. Cette réforme, nous l'avons améliorée sur plusieurs points grâce à cette concertation importante. Ça, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Alors, l'exécutif, là, aujourd'hui, se retrouve confronté à une unité syndicale qui est inédite. Depuis 2010, et encore, on n'avait pas la même unité syndicale. Alors moi, je vais simplement citer le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. C'est une concertation pipeau. Alors maintenant, après avoir décrypté tous ces mensonges, je voudrais qu'on parle un petit peu de quelle protection sociale. Je vais citer quelqu'un que j'aime bien, Ambroise Croizat, ministre du Travail, qui a mis en place la sécurité sociale à la Libération, qui était au programme du Conseil national de la Résistance. La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Je cite encore, « La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais est directement investie pour le bien-être de nos concitoyens. L'idée est, et là je cite encore Ambroise Croizat, « Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. » Je cite encore, et là c'est son dernier discours devant les députés, « Ne me parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. » Et il a prévenu, nous défendrons à en mourir, et avec la dernière énergie, cette loi humaine de progrès. Donc là, on voit la lucidité, la lucidité d'Ambroise Croizat, et je crois qu'on en est là aujourd'hui. Le sens de l'histoire, et c'est ce qu'il dit, c'est de travailler moins. Financer une protection sociale de haut niveau qui améliore la situation, revenir à un départ en retraite possible à 60 ans, prise en compte de la pénibilité, prise en compte des périodes d'études par exemple, ou de situations particulières, c'est possible, sans problème. En fait, c'est un choix de société. Il suffit de décider quelle part des richesses y est consacrée. Donc là, je vais prendre, pour montrer, un petit schéma. Alors, je l'ai pas mis à jour parce que ça, c'est un diaporama que j'avais fait en 2019, lors de la dernière bataille sur les retraites. Je compare 98, 20 ans après 2018. Vous voyez l'évolution de la population entre 98 et 2018. Et maintenant, on va voir le PIB. Le PIB en 98, 20 ans après le PIB en 2018. 14%, c'est, je vous épargne les décimales, c'est un tout petit peu moins, c'est la part qui est consacrée, la part de PIB qui est consacrée à la protection sociale. Donc, sécurité sociale, branche maladie, etc., etc., retraite. Donc, vous voyez, 14%, on parle toujours de ça, et on en parle en valeur absolue, et on parle jamais de ce qu'il y a ici. C'est quand même curieux. Alors, ce qu'il n'y a pas dans ces 14%, c'est le salaire net, mais c'est aussi les dividendes aux actionnaires, c'est aussi des investissements utiles, etc. Mais enfin, on voit bien quand même que le gâteau grossit et que cette part-là, on n'en parle jamais. J'ai rajouté ici 17%, 3% de plus, c'est à peu près ce qui avait été chiffré pour améliorer la protection sociale, par exemple la retraite à 60 ans, j'en parlais, etc., etc. Et si on parle en valeur absolue, on voit très clairement que c'est un choix de société parce qu'on a largement les moyens d'améliorer encore la protection sociale. Donc 60 ans, le retour à 37 annuités et demie,
etc. La suppression de la décote, hein, le taux plein, prise en compte de la pénibilité, tout ça c'est possible. Je rajoute un chiffre, au début du XXe siècle, on comptait 3000 heures de travail par an par salarié. Un siècle plus tard, c'est 1500, pour produire 40 fois plus. Donc, cette augmentation de productivité, ça veut dire que cette richesse-là, eh ben, elle échappe de plus en plus aux travailleurs. Évidemment, elle nourrit le capital, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je fais un petit peu de pub quand même pour la FSU, mon organisation syndicale. C'est quoi une meilleure protection sociale? Alors, si on s'arrête simplement sur les retraites, bah, on revendique un âge légal à 60 ans, le retour à 37,5 de cotisation, avec suppression de la décote, ce qu'on appelle le départ à taux plein, qui dépénalise doublement, je l'ai montré tout à l'heure, les carrières incomplètes. La prise en compte d'années d'études, un véritable aménagement de fin de carrière quand on commence à fatiguer, c'est mon cas, je peux le dire. Le rétablissement des bonifications liées aux enfants, qui ont été supprimées. L'amélioration de la situation des polypensionnés, je suis aussi concerné, puisque j'ai travaillé dans le privé avant. Quand on a travaillé 5 ou 10 ans dans le privé avant d'être dans le public, eh ben, la pension est ridicule alors qu'on a une continuité de travail, et donc on est pénalisé. Et l'indexation des pensions sur la retraite, je renvoie à mon schéma de tout à l'heure, on voit le décrochage des pensions par rapport au salaire. Alors, évidemment, on peut dire, mais est-ce qu'on a les moyens de faire cette politique? Alors, je renvoie à mon schéma de tout à l'heure, mais je vais quand même donner quelques pistes. La France est un pays riche. En 2022, 80 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires du CAC 40, 40 entreprises. La concentration des richesses s'est accélérée depuis que Macron est président de la République, avec la baisse et la suppression des impôts sur les plus riches. Dans le même temps, les gouvernements décident de réduire les dépenses publiques. Et cette politique est justifiée par le fameux ruissellement ou la croissance. Mais en fait, cette politique, elle est inefficace. Et ça a été démontré. Même le FMI convient que ça ne fonctionne pas. Alors, bon là, on voit les principaux milliardaires. Là, c'est l'évolution des fortunes de 5 milliardaires français depuis 2020, en 2 ans. C'est quand même impressionnant. Et puis, l'aide aux entreprises. L'État y consacre maintenant plus de 200 milliards d'euros, soit le tiers de son budget. Donc on voit ici l'évolution de l'aide publique aux entreprises, et en parallèle les dépenses fiscales, les dépenses socio-fiscales et les dépenses budgétaires. On en est rendu à plus de 200 milliards. Et ça, pour une bonne part, je précise que c'est sans contrepartie, ni contrôle, ni évaluation. Donc, quelques pistes. 1% d'augmentation des salaires. Ça représente 2,5 milliards d'euros supplémentaires pour la protection sociale. 1 million d'emplois créés. Ça représente 13 milliards d'euros pour la protection sociale, dont 5 milliards pour les retraites. La lutte contre le travail illégal. On a vu qu'on a un gouvernement qui est très mou sur cette question. Ça représente 6 milliards d'euros pour la protection sociale. L'égalité salariale homme-femme. Parce que là, on a créé un index, mais il n'y a aucune pénalité pour les entreprises qui ne améliorent pas l'égalité. Ça représente, on dit 6 milliards, 7 milliards, suivant les chiffrages. C'est une étude de la CNAV, la Caisse d'assurance vieillesse, qui a chiffré ça. L'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Il y a quelques années, la CGT avait calculé que, par exemple, créer des postes de fonctionnaires au ministère du Budget pour faire du contrôle fiscal, ça rapporterait des millions d'euros par agent. On préfère s'en priver. La participation des entreprises au financement de la sécurité sociale, elle s'est réduite. Elle était de 51% en 1990. En 2019, elle n'est plus que de 36,5%. Et elle entraîne un manque à gagner de 68 milliards d'euros par an. Ça, c'est les exonérations sociales accordées par l'État pour les plus bas salaires. Et il ne les compense pas pour une grande part. Alors dans ses discours, il dit « Oui, mais le système, on est obligé de remettre 30 milliards cette année, etc. » Oui, il a décidé de supprimer des ressources à la sécurité sociale. Il devrait dire « Si j'exonère de cotisations sociales des entreprises, c'est une décision que je prends, et dans ce cas, je le compense entièrement. » Ce qui n'est pas vrai. Il ne compense même pas à moitié de ces exonérations.
une taxe de 2% sur la fortune des milliardaires français. Ça leur ferait pas grand mal, hein. Et ben, ça rapporterait 12 milliards d'euros à notre système de retraite. Exactement la somme que le gouvernement prétend économiser. Création d'une cotisation nouvelle sur les revenus financiers. Alors, ça, c'est intéressant. Faire cotiser les revenus financiers des entreprises. En 2021, c'était 385 milliards. Hein. Au même taux que les cotisations employeurs, c'est-à-dire ceux qui font travailler des gens, hein, 10,45%. Ça pourrait rapporter dans un premier temps plus de 40 milliards, si on se base sur les 385 milliards. Et en plus, ce qui serait intéressant, c'est que ça peut dissuader les entreprises de placer leurs profits sur les marchés financiers et les pousser à investir pour créer de l'emploi, pour former les salariés, etc. Alors, on peut regarder aussi, hein, je l'ai dit, sur les 200 milliards des deux entreprises, dont on voit l'inefficacité. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas aider les entreprises, hein, mais enfin, si on le fait, il faut cibler, mettre de la condition, du contrôle, de l'évaluation. Surtout que ces aides, ça va pas, je le répète, pour l'essentiel, ça va pas au petit boulanger du coin. Hein. Alors, une autre idée que je trouve très intéressante, c'est de moduler les cotisations patronales en fonction de la politique de l'entreprise. Si elles ont une bonne politique, alors on met des critères, hein, salaire, formation, l'égalité salariale, les investissements dans l'environnement, la relocalisation de production, on baisse les taux. Sinon, on les augmente. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, ils ont pas, je veux dire, des idées, il y en a plein, mais je sais pas, ils regardent pas de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Bon, soyons sérieux. Moi, je voudrais conclure là-dessus. La grande majorité des Françaises et des Français refusent cette réforme, et ils ont raison. Non seulement, je dis qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire échec à ce projet, mais je crois aussi qu'il faut faire grandir l'idée d'une autre réforme, qui soit juste socialement, qui constitue un progrès social, on en a les moyens, je l'ai démontré, hein, et qui prenne en compte les nouvelles réalités du travail et les attentes des salariés. De plus, une telle réforme peut être efficace économiquement dans ses effets, les dernières idées que j'ai données, si on l'utilise comme un levier pour orienter les politiques d'entreprise par un système d'incitation ou de pénalisation, pour dissuader la spéculation, la prédation, et puis au contraire favoriser les investissements utiles, la relocalisation, les salaires, la formation, l'environnement, etc. Mais bon, ça suppose de changer de logique. Mettre l'économie au service de l'humain, de l'environnement, plutôt qu'au service de la finance. En fait, je crois que, sur le fond, c'est ça dont il est question. Voilà. Je voudrais quand même citer l'origine de mes infographies. Il y en a certaines de la FSU, j'en ai pris dans le journal L'Humanité, Rogue ESR, qui est une aide de l'enseignement supérieur recherche, et les sources sont toutes chiffrées, Conseil d'orientation des retraites, l'INSEE, l'IRES, enfin, que du sérieux.